Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. Notre invité, c'est Julien Niquet, le président d'Epsor, qui propose des solutions d'épargne salariale et retraite. Il nous parlera de ce Fund Scanner, un outil proposé aux épargnants pour savoir ce qu'ils financent vraiment. C'est l'un des leviers de la transition écologique, mais elle provoque critères et polémiques. L'énergie éolienne est-elle une peste, comme l'écrit Patrice Carr? Il en débattra avec le délégué général de France Énergie Éolienne, Michel Gloria. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Mademoiselle Saint-Germain, marque de cosmétiques made in France qui se fournit notamment au potager du roi à Versailles. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Julien Niquet, bienvenue. Vous êtes le cofondateur avec Benjamin Pedrini d'Epsor. Vous proposez une alternative aux solutions classiques d'épargne salariale et d'épargne retraite. C'est quoi votre valeur ajoutée, votre originalité en quelque sorte ? Alors notre originalité, elle est autour de 3 axes. Le premier, c'est de conseiller les épargnants. En fait, la majorité des épargnants qui un jour bénéficient d'épargne salariale et retraite, souvent ne sont pas très familiers du sujet. C'est même d'ailleurs l'un des rares moyens pour eux de faire des investissements financiers, investir dans des fonds. Donc c'est souvent assez obscur pour eux. Donc l'idée, c'est vraiment de les conseiller individuellement. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur les produits financiers, le fait d'amener ce qu'on appelle de l'architecture ouverte. C'est-à-dire que nous, on est capable d'aller chercher ce qui se fait de mieux sur le marché auprès d'une société de gestion ou d'une autre, donc d'aller sélectionner vraiment les meilleurs fonds sur des critères qui nous sont propres. Et le troisième élément porte sur l'épargne responsable, le fait de faire en sorte de permettre à chaque épargnant d'avoir plus d'impact avec son épargne, déjà de mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et d'avoir plus de transparence sur ce sujet-là. Et alors c'est évidemment sur cet élément qu'on va insister ensemble pendant cette interview avec ces chiffres que j'ai trouvés d'ailleurs sur votre site sur le nombre de fonds labellisés ISR, forte augmentation en 2020, 280 nouveaux fonds, 656 recensés au total en janvier 2021. Et vous avez mené une étude sur cet investissement responsable. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, il en ressort qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité en fait derrière un label ISR. On s'est surtout concentré sur le label ISR, qui est le label qui est le plus utilisé, le plus répandu en France. On voit qu'il y a un appétit très fort pour ces labels de la part des épargnants. Les gens cherchent de plus en plus à aller vers de l'épargne responsable. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu soulever le capot. Et donc, sous ce capot, on voit une hétérogénéité en termes de méthodologie chez les sociétés de gestion. On voit finalement une assez forte concentration des portefeuilles sur un nombre assez concentré de noms d'entreprises. Donc ça a pu relativement nous surprendre. Par exemple, le critère environnemental, il n'est pas du tout pondéré de la même façon en fonction des fonds, alors qu'ils ont tous le même label, quoi. Exactement. En fait, dans le label ISR, on va regarder 3 critères, le label environnemental, le label sociétal et le label de la gouvernance de l'entreprise. Ouais. On voit que la pondération de ces 3 critères est très, de toute façon, elle est choisie par la société de gestion, donc c'est elle qui évidemment pilote ça. Et on voit que la pondération du critère E, qui est souvent en fait la raison première pour laquelle la majorité des épargnants se tournent vers l'ISR, finalement n'est pas forcément le critère le plus présent et le plus marqué. Notre épargne, c'est un levier d'impact. Positif ou négatif, c'est aussi ça le message que vous faites. Exactement, passer. C'est le message qu'on veut faire passer aux épargnants, c'est-à-dire qu'au moment où on achète, on souscrit à un fonds, finalement on achète des parts de fonds et on achète des parts d'entreprise, des titres d'entreprise, donc on choisit de soutenir une entreprise et d'investir dans celle-ci. Donc pour nous c'est un acte de consommation en tant que tel, et en fait on veut sensibiliser les épargnants, on veut à la fois les sensibiliser, et beaucoup nous le demandent de toute façon, sur ce sur quoi ils investissent réellement, c'est-à-dire de comprendre quand ils achètent un fonds plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'ils achètent réellement derrière. Oui, mais ils veulent aussi de la performance financière. Est-ce que ces fonds ISR, ils sont performants ? Ces fonds ISR, alors c'est là où c'est un effort de pédagogie aussi de notre part, c'est-à-dire qu'on explique à l'épargnant qu'il n'y a pas forcément de différence, que c'est pas orthogonal de se dire soit je vais aller chercher la responsabilité d'une entreprise ou de la performance. Les deux se réconcilient assez bien. Dans ce qu'on voit sur les dernières années, globalement, toutes les études montrent que les fonds ISR sont pas moins performants, le sont presque parfois même un peu plus, notamment en 2020 où ça peut s'expliquer pour différentes raisons, on pourrait y revenir. Donc, ils cherchent de la performance, mais aussi ce critère-là.
Nous, on demande à chacun de nos épargnants, c'est très bête, mais en fait, c'est quoi la thématique d'investissement qu'ils souhaitent aller chercher. Soit il cherche absolument de la performance et donc il n'a pas de thématique à mettre en avant, soit il cherche une thématique sociale et environnementale, une thématique PME, une thématique technologie. Et donc, en fonction de cette thématique-là aussi, on va être capable de l'orienter vers ces supports-là. Donc, si le fait est que la majorité des gens demandent de la thématique sociale et environnementale, et donc l'idée, c'est aussi de leur permettre d'aller un cran plus loin pour ces gens-là. Et on va parler de ce fund scanner qui est un outil de transparence et qui permet justement aux épargnants de savoir où ils mettent leur argent. Mais d'abord, toujours sur cette étude, vous avez travaillé sur combien de fonds et avec quelle méthodologie? Parce que c'est important aussi. Alors maintenant, on est même à 600 fonds et notre méthodologie, on a voulu avoir une méthodologie la plus objective possible pour pouvoir classer des fonds parfois parfois assez différents, puisque si on investit sur des actions de grande capitalisation ou sur des actions de petite capitalisation française ou européenne, enfin voilà, on n'est pas forcément en train de regarder des mêmes tailles d'entreprise et mêmes typologies. Donc on s'est intéressé aux méthodologies des sociétés de gestion en termes de transparence de l'information, en termes de transparence de la méthodologie, en termes de niveau de critères pour pouvoir être éligible ou pas à un critère sur l'environnement, sur le sociétal, etc. Et donc on a aussi regardé les critères de performance. Mais vous les notez? Exactement. Et donc, comment ils réagissent? Parce que, alors, vous avez mis en avant ceux qui performent, quoi, ceux qui remplissent les critères. Tout à donc, fait. ceux dont on ne parle pas, c'est ceux qui pourraient se plaindre, c'est ça? Exactement. En fait, notre souhait, c'est un débat assez important. Il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances très récemment sur le label ISR qui pour le coup, rejoignait complètement. Alors, il est sorti juste après le nôtre, mais qui rejoignait complètement notre message, qui est que finalement, il y a une forme un peu de tromperie parfois sur ce label ISR, puisqu'on a l'impression qu'on investit dans des éoliennes et des pâquerettes. Je sais que c'est un débat. On va en parler dans un instant des éoliennes. Mais on peut avoir l'impression d'investir dans des pâquerettes, alors qu'en réalité, on investit essentiellement, souvent, dans des entreprises du CAC 40. Air Liquide, Total font partie des sociétés les plus présentes dans les labels ISR. Donc, on investit plutôt dans une transition énergétique. Et donc, il y avait un souhait pour nous de plutôt montrer ce qui était dans le haut du panier, en tout cas les sociétés de gestion qui jouent le plus le jeu sur ces sujets de transition énergétique, sur ces sujets de meilleure méthodologie possible. Et c'est important pour plutôt essayer de rentrer dans un cercle vertueux. C'est bien d'avoir un maximum de gens qui cherchent à aller sur l'ISR. L'objectif, c'est aussi de pointer du doigt les meilleurs acteurs pour faire en sorte de tirer tout le monde vers le haut. Et quand on a préparé l'émission, vous étiez à plus de 300 fonds passés au crible. Vous venez de nous dire que c'était maintenant beaucoup plus que ça. Vous êtes arrivé quasiment à 600. Alors, ce fund scanner, de quoi s'agit-il, cet outil de transparence que vous proposez aux épargnants? En fait, ça permet aux épargnants d'Epsor de pouvoir avoir une visibilité sur les entreprises qui sont réellement en portefeuille. En fait, aujourd'hui, c'est des informations qui peuvent être accessibles, mais qui sont assez éloignées et un peu difficiles d'accès pour un épargnant. Il faut aller s'éplucher des rapports de gestion, de société de gestion. Très honnêtement, on voit de toute façon qui clique sur ces rapports sur nos utilisateurs. Moins d'1% des utilisateurs vont regarder ce type d'informations-là. Donc l'objectif, c'est vraiment de remonter cette information-là de la façon la plus facile possible pour que l'épargnant ait conscience de ce sur quoi il investit. Et en fait, derrière, l'objectif, c'est aussi de permettre à l'épargnant de modifier ses choix d'épargne en fonction de ça. Donc, c'est quoi? C'est une plateforme, une appli? C'est quoi le Exactement. En fait, c'est sur l'application qui est à destination des épargnants. Ils ont accès en fait à l'information directement dans leur interface pour leur permettre de voir plus en détail ce qui est dans le portefeuille dans lequel ils ont investi. Mais ça veut dire que vous le faites évoluer aussi en fonction de l'évolution des fonds. C'est-à-dire que la note que vous donnez, elle n'est pas dans le marbre pour 10 ans, quoi. Comment ça se passe? Alors, il y a deux sujets différents. Il y a l'outil qu'on met à disposition des épargnants qui, lui, évolue très régulièrement. Et puis ensuite, il y a l'étude qu'on a pu faire sur l'ensemble des fonds et qu'on a publié. Cette étude-là, on peut pas... Vous n'allez pas la faire tous les 6 mois? On va la faire toutes les semaines. On a plutôt vocation à la mettre à jour au moins annuellement, si possible, tous les semestres, pour pouvoir justement nous forcer aussi, si on voit des nouvelles tendances très intéressantes chez un nouvel acteur, en fait, ça nous permet aussi d'aller prendre contact avec lui pour potentiellement le référencer chez Epsor.
Merci beaucoup, merci Julien Niquet. Je signale que vous venez de clôturer une levée de fonds, c'est ça? Exactement, on a clôturé il y a quelques semaines une levée de fonds de 20 millions d'euros, donc qui nous permet de continuer à accélérer notre croissance sur ce marché passionnant de l'épargne des salariés, de l'épargne salariale et retraite en particulier. Eh ben, super, merci beaucoup, merci encore. Merci On passe Thomas. à notre débat sur les éoliennes. C'était l'un des thèmes des élections régionales qui viennent de livrer leur verdict. Elles seront, n'en doutons pas, un marqueur de la campagne présidentielle l'an prochain. Les éoliennes, trop chères, subventionnées, produites à l'étranger, pas vraiment utiles en France grâce au nucléaire. Bref, les arguments des détracteurs sont nombreux. En tout cas, ce sont ceux de l'un de mes invités, Patrice Cahard. Bonjour. Bonjour. Vous publiez La peste éolienne aux éditions Hugo Doc. Face à vous, Michel Gioria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Le mot est très fort. Pourquoi vous parlez d'une peste ? Bon, je voudrais d'abord dire que je suis un auteur indépendant. Je n'ai aucune allégeance politique, je ne roule pour personne et je ne suis payé par personne. Et mon unique préoccupation, c'est l'intérêt de notre pays. Et pardon de dire ça, mais ça introduit une légère différence avec mon sympathique vis-à-vis Michel Gioria, qui est tout à fait honorable, mais qui, lui, est payé pour défendre un intérêt particulier, celui de l'industrie éolienne. Alors pourquoi cette peste ? Ce mot peste, il y a 10 ans que je m'occupe des éoliennes. Je m'en occupe pourquoi ? Parce que dans ma carrière précédente, j'ai été inspecteur des finances, donc formé à lutter contre les gaspillages. Je considère que l'éolien est un gaspillage énorme. Et donc, maintenant retraité, il est normal que je m'intéresse à lui. Et puis, une deuxième raison, c'est que je suis un homme de la campagne, en grande partie, et je vois ce qui se passe de manière croissante. Comme vous le savez, la programmation officielle, dite PPE, prévoit que la capacité éolienne installée en France doit être multipliée par 2,6 en 10 ans. Alors j'ai fait un calcul. Je suppose qu'une éolienne est optiquement nuisible de manière gênante dans un rayon de 6 km, ce qui est très raisonnable parce que les éoliennes actuelles, celles qu'on implante maintenant, c'est couramment 180 mètres. On a des projets de 240 mètres. Donc, on essaye de rattraper la Tour Eiffel, qui est à 300 mètres. Bon, j'ai admis 6 km. Je fais un calcul et je m'aperçois qu'en 2028, c'est-à-dire demain, dans toute la France rurale, on verra des éoliennes. On ne pourra plus sortir de chez soi sans en voir une. Bien compris. Il y a là deux arguments, l'argument du gaspillage et l'argument de la nuisance visuelle, de la transformation même de nos paysages, des paysages français. Qu'est-ce que vous répondez d'abord sur le gaspillage ? Alors, tout d'abord, toute politique de transition énergétique et tout développement d'une filière, qu'elle soit renouvelable, non renouvelable, à partir du moment où on produit l'énergie, historiquement en France et dans l'ensemble des pays développés au monde, a été accompagné par l'État, que ce soit le nucléaire, que ce soit encore aujourd'hui les énergies fossiles. Encore aujourd'hui, les énergies fossiles sont subventionnées par plusieurs États, dont encore la France. Donc ça, c'est une donnée de travail de fond de la transition énergétique et de la politique énergétique d'un pays. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est extrêmement important, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de voir à quoi a servi l'argent investi pour accompagner le développement, notamment de l'énergie éolienne. Et aujourd'hui, cet argent, il a conduit à plusieurs choses. Premièrement, on a un gain d'efficacité, donc une amélioration des coûts de production. On est parti d'un peu plus de 100 euros du kilowattheure, du mégawattheure, excusez-moi, il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, les prix des appels d'offres que l'on a aujourd'hui sont pour l'éolien terrestre autour de 60 euros du mégawattheure et de 44 euros le dernier sur l'éolien terrestre en mer. À titre de comparaison, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, le nucléaire amorti, donc le parc que l'on a amorti, est à peu près à 60 euros du mégawattheure. Donc on sent que l'argent investi pour accompagner la transition énergétique et notamment le développement de l'énergie éolienne a permis de gagner en efficacité et d'avoir des équipements. Ça, c'est votre réponse, on va ça, dire, c'est un premier élément. sur l'aspect gaspillage, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect paysage. Sur l'aspect paysage, voilà. Moi, je ne vais pas vous dire qu'une éolienne, ça ne se voit pas. Effectivement, une éolienne, ça se voit et c'est un élément... c'est un fait. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à partir du moment où on a une transformation aussi importante à faire, je vous rappelle que l'objectif, c'est de passer de 9 tonnes de CO2 par Français par an à 2 tonnes de CO2 dans 25 ans.
C'est ça la transition énergétique. Et ça veut dire qu'il faut effacer les 70% d'énergie fossile qui restent dans notre consommation d'énergie. Il faut effacer ces 70% en 25 ans. Et pour ça, on a deux atouts qui sont les énergies décarbonées, à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables. Et donc, du coup, il faut accompagner cette transformation-là. Et effectivement, les éoliennes font partie de ce paysage de l'après-pétrole. Patrice Carr, est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile de déployer des éoliennes en France, justement parce qu'on a l'énergie nucléaire ? Alors, je pense qu'il ne faut pas développer l'énergie éolienne. Et je voudrais répondre sur les deux points. D'abord, sur les coûts. Le coût de référence, c'est le coût du nucléaire actuel, celui qui est installé, celui qui produit. Et ce qui est intéressant, c'est que faut-il dépenser pour maintenir une production ou pour en créer une ? Chiffre officiel pour le nucléaire ancien, le coût marginal, y compris les dépenses d'amélioration, c'est-à-dire de grand carénage, 33 € le mégawattheure. Un mégawattheure, ça fait 1000 kilowattheures. Seulement 33 €, pas 60, mais seulement 33. Alors maintenant, je compare à l'éolien terrestre. Dans les meilleurs cas, c'est-à-dire dans les meilleurs appels d'offres, on trouve, comme l'a dit mon vis-à-vis, 60 € le mégawattheure. Ça fait déjà une sacrée différence avec les 33. Mais la comparaison n'est pas suffisante parce que pour le nucléaire, les réseaux, les lignes à haute tension, ça existe, elles sont en place. Et puis, il n'y a pas besoin d'activités complémentaires, d'activités de secours. Pour l'éolien terrestre, le réseau est entièrement à créer. Il faut couvrir la France d'un réseau à haute tension ou à moyenne tension. Ça coûte très cher et psychologiquement aussi. Et puis, l'éolien est intermittent. Et c'est son grave défaut. Une éolienne en France, une éolienne terrestre, ne fonctionne en moyenne dans l'année qu'à 25% de sa capacité. Bon, comme il faut une alimentation régulière des consommateurs comme vous et moi, on est obligé d'aller chercher un très gros complément ailleurs. Et dans la technique actuelle, le complément, c'est le gaz. Et le gaz, il a 3 défauts. Il est polluant, il n'est pas renouvelable, et puis il est de plus en plus russe. Voilà le gros défaut. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il reste 3 minutes, le temps file vite. Oui, effectivement, ça va vite. Deux choses. La première, opposer nucléaire et énergie renouvelable, c'est pendant ce temps-là faire le jeu des énergies fossiles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On a des atouts en France, un parc nucléaire qui existe, qu'on peut prolonger jusqu'à 40 ans. On a un savoir-faire en matière d'énergie renouvelable, notamment de solaire et d'éolien. Et il faut mettre le paquet pour décarboner, aller chercher les 70% d'énergie fossile qui reste. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est important, sur les questions de dynamique. L'ensemble des scénarios aujourd'hui que l'on a à notre disposition, notamment les scénarios nationaux et internationaux, nous disent on ne fait pas la transition, on ne passe pas de 9 tonnes de CO2 par an à 2 tonnes en 25 ans sans énergies renouvelables. On ne peut pas. Et donc, du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut la faire ou pas, y compris en divisant par 2 la consommation d'énergie. En divisant par 2 la consommation d'énergie, en construisant 14 EPR en plus d'ici 25 ans, ce qui est la capacité maximum de l'industrie nucléaire française, on ne passe pas à côté d'un usage important des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on veut la faire ou pas la transition. Et si on veut ne pas faire la transition, comment on traite la question du changement climatique avec des conséquences très lourdes pour les générations actuelles et à venir. Mais comment on fait aussi accepter, parce qu'on voit que les projets d'éoliennes, ils suscitent de nombreuses polémiques locales, on n'est pas seulement au niveau national. C'est une très, très bonne question. Moi, je pense qu'il faut avoir un vrai courage politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... Imaginez, revenons 25 ans en arrière. Imaginons qu'à chaque fois qu'il y aurait une opposition, on n'aurait pas fait le TGV. À chaque fois qu'il y avait une opposition, on n'aurait pas fait nos centrales nucléaires. À chaque fois qu'il y avait une opposition, on n'aurait pas fait les barrages hydroélectriques. On serait dans un pays, aujourd'hui, qui serait un pays en voie de développement. À un moment donné, il faut avoir le courage politique de dire l'ensemble des solutions énergie renouvelable, nucléaires, sont nécessaires pour faire la transition. La transition est un enjeu majeur. Il est essentiel, du coup, de travailler conjointement avec les parties prenantes. Allez, à vous la conclusion là-dessus. Oui, ma conclusion, c'est que actuellement, dans la production d'électricité, la part des sources thermiques polluantes est pratiquement nulle, presque nulle.
presque nul. Donc, il n'y a pas besoin de décarboner encore, et plus on développe l'éolien, plus on provoque un besoin de gaz polluant pour compléter l'intermittence de l'éolien. Donc, l'éolien est présenté comme utile au climat, c'est le contraire. L'éolien est nuisible au climat. Bon, vous serez de toute façon, peut-être un mot, il reste 30 secondes là-dessus. L'éolien nuisible au climat, parce que quand même... Oui, alors ça c'est faux. Les travaux notamment du réseau de transport d'électricité nous disent le développement de l'éolien en France, c'est 22 millions de tonnes de CO2 évitées, parce que ça a permis de fermer les centrales au charbon, ça c'est un premier élément. Et deuxièmement, sujet important, le sujet n'est plus aujourd'hui en France le mix électrique, mais le mix énergétique, et l'éolien permet d'aller chercher et de réduire la consommation d'énergie, de pétrole notamment. Et pendant qu'on débat là-dessus, ce sujet est important, pendant qu'on débat là-dessus en opposant nucléaire, énergie renouvelable, on continue à payer les pistes de ski couvertes du Qatar. C'est quand même un sujet important. Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter vos arguments. La peste éolienne, donc c'est le titre de votre livre qui est publié chez Hugo Doc, et je renvoie évidemment également vers le site de France Énergie Éolienne. Faites-vous votre opinion. On passe à Smart Ideas avec des cosmétiques made in France. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée Charles Craco, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la marque de cosmétiques Mademoiselle Saint-Germain. Vous êtes pharmacien de formation. Quand et pourquoi vous avez décidé de devenir entrepreneur et de créer cette marque? Alors, tout remonte en 2016. Je finis mes études de pharmacie, je commence à m'installer en région parisienne et en fait, j'habite à Versailles avec un petit studio en face du potager du roi. Et l'idée me vient en voyant le travail des jardiniers et je me dis, mais cette structure mondialement connue, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, espace naturel remarquable, comment je pourrais la valoriser d'un point de vue de la cosmétique ou de l'herboristerie? Et c'est là qu'en fait, en mêlant ça à mon expérience de pharmacien, j'avais aussi des gens qui me demandaient à la pharmacie, voilà, des crèmes, est-ce qu'elles sont naturelles, mais d'où viennent les ingrédients? Et en fait, ces deux idées convergent en moi. Et en fait, je me dis qu'on pourrait utiliser un partenariat fort avec le potager du roi de Versailles pour créer la première marque de produits cosmétiques qui n'utilise que des ingrédients français. Parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de marques communiquent à propos du label Made in France, mais ça veut juste dire que c'est mélangé en France. Et quand on voit des marques de produits cosmétiques naturels avec de l'argan, du karité ou du jojoba, ça vient des quatre coins du monde. Ça vient forcément d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme plante d'exception qu'on peut trouver justement dans ce potager du roi? Alors, on va trouver des plantes aromatiques comme le romarin, le thym, mais il y a aussi d'autres plantes qui sont assez amusantes à travailler. Je cite le concombre blanc de Bonneuil, qui est une variété qui ne pousse que au potager du roi. C'est une variété historique qu'on a réussi à réintroduire avec l'école de paysage qui est au potager du roi, qui s'appelle l'ENSP, l'École nationale supérieure de paysage. Ça veut dire que vous avez participé à l'idée de réintroduire cette plante? Exactement, voilà, c'est très amusant. Dans la perspective de l'utiliser ensuite comme matière première. Exactement, et donc je la transforme, en fait je récolte cette plante, ce concombre, et je le transforme en un actif cosmétique pour l'intégrer dans ma gamme de produits. Ok, et c'est quoi ses vertus? Alors, ce concombre, c'est un booster d'hydratation. Donc, voilà, il est parfaitement blanc, il a une chair très épaisse et donc il est gorgé d'actifs hydratants. Alors, vous ne pouvez pas, j'imagine, sourcer toutes vos matières premières au potager du roi. D'où viennent les autres? Voilà, alors très bonne question. Effectivement, mes actifs principaux des produits proviennent du potager du roi. Mais dans cette démarche, et pour respecter mes valeurs éthiques et fondamentales de ne travailler qu'avec des ingrédients français, je me suis rapproché d'autres producteurs français et locaux. Donc, j'ai toute une carte de France de producteurs qui me fournissent une huile de noisette toastée, une huile de prunier de Gascogne, etc. Et donc, ça donne des produits cosmétiques aux notes olfactives et au toucher un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en cosmétique conventionnelle. Ça suppose, j'imagine, pas mal de recherche et développement pour mettre au point ces produits. Comment vous travaillez sur cet aspect? Alors, tout à fait, c'est vrai. Généralement, une marque de cosmétiques naturels va acheter auprès d'un façonnier ce qu'on appelle un squelette de formule, c'est-à-dire une formule qui est prête à être commercialisée, dans laquelle on va greffer un actif et un parfum. Pour moi, pour respecter donc, ces valeurs éthiques, je dois toujours partir d'une page blanche et donc sélectionner la quasi-totalité des ingrédients auprès de fournisseurs locaux. Et en plus de ça, je dois travailler un procédé d'extraction végétale spécifique à la plante que j'utilise au potager du roi. Donc ce procédé d'extraction, il doit correspondre en fait à l'efficacité attendue dans le produit cosmétique. Et ça prend combien de temps pour sortir un nouveau produit Ça va prendre 1 an et demi à 2 ans par produit. Mais oui, c'est long. C'est très long. Ça a un impact
évidemment économique, mais en quoi ça joue sur la qualité du produit pour vous, ce temps que vous lui consacrez? Alors, je pars du principe que la cosmétique, c'est un petit peu comme la cuisine ou une bonne recette de cuisine. Quand vous mettez que des bons ingrédients, vous avez au final forcément une bonne recette. Et ça contribue beaucoup à remplacer des matières premières qui sont généralement neutres. On utilise généralement de la glycérine ou beaucoup d'eau dans un produit cosmétique. Et moi, j'essaie de remplacer ça par des huiles végétales qui sont très qualitatives et qui vont apporter encore d'autres choses à la peau. Donc, ça donne des produits cosmétiques redoutablement efficaces et très bons à la fois pour l'environnement et pour la peau. Merci Charles Craco, bon vent à Mademoiselle Saint-Germain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain c'est Eva Ben Saadi qui prend le relais. Je serai sur les pentes du Mont Blanc, figurez-vous, avec l'association des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France, voilà, dont je suis le parrain. Va falloir que je trouve un peu d'audace et aussi beaucoup d'endurance. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci, au revoir.